Constantinople, 768. L'empereur Constantin V organise un concours de beauté pour choisir l'épouse de son fils, Léon IV. Parmi les candidates se présente une jeune femme d'Athènes, aux traits parfaits et au sourire innocent. Elle s'appelle Irène, son nom signifie « paix » en grec. Personne ne devine encore que cette beauté angélique cache l'âme la plus noire de l'Empire byzantin. Irène remporte le concours haut la main. Elle coche toutes les cases, noble famille athénienne, fortune convenable mais pas excessive, opinion religieuse correcte. Le 17 décembre 769, elle épouse Léon IV dans une cérémonie somptueuse. 3 ans plus tard, elle donne naissance à Constantin VI. Ce petit garçon innocent ne sait pas encore qu'il vient de naître sous l'étoile de la plus atroce tragédie familiale de l'histoire byzantine. Les premières années du mariage semblent normales. Irène joue parfaitement son rôle d'épouse modèle et de mère dévouée. Elle assiste aux cérémonies, sourit aux ambassadeurs, berce son fils avec tendresse. Mais derrière cette façade, quelque chose de sombre germe déjà. Car Irène a goûté au faste du pouvoir impérial, et cette drogue va la transformer en monstre. Septembre 780. Léon IV meurt brutalement à l'âge de 30 ans, emporté par la fièvre. Irène n'a que 28 ans. Son fils Constantin en a 9. Selon les lois de succession, elle devient régente jusqu'à la majorité de l'héritier. C'est à ce moment précis que la vraie Irène se révèle. Dès les premières semaines de sa régence, les frères de son défunt mari tentent un coup d'État. Ils veulent placer Nicéphore sur le trône, estimant qu'une femme ne peut pas gouverner l'Empire. Erreur fatale. Irène fait arrêter les conjurés avec une efficacité glaciale. Mais elle ne se contente pas de les emprisonner. Elle ordonne qu'on leur arrache les yeux et qu'on leur coupe la langue. Ces mutilations atroces envoient un message clair à tous. Ses ennemis potentiels, quiconque se dresse contre elle subira les pires tourments. Le palais impérial résonne des hurlements des suppliciés. Irène observe les tortures depuis sa loge, impassible. Cette première démonstration de cruauté n'est qu'un avant-goût. Car Irène comprend immédiatement que pour conserver le pouvoir, elle devra éliminer tous ses rivaux. Et le plus dangereux de tous, celui qui représente la plus grande menace pour son règne, c'est son propre fils. Pour consolider son pouvoir, Irène s'appuie sur une cause religieuse, la restauration du culte des icônes. L'Empire byzantin est déchiré depuis des décennies par la querelle iconoclaste. Les empereurs précédents avaient interdit la vénération des images sacrées, provoquant une guerre civile larvée entre partisans et opposants. Irène choisit son camp. Elle se pose en défenseur des iconophiles. En 787, elle organise le deuxième concile de Nicée, qui rétablit officiellement le culte des icônes. Cette décision lui attire le soutien des moines, du peuple et d'une partie de l'aristocratie. Mais elle s'attire aussi la haine farouche des militaires iconoclastes, notamment ceux du thème des Arméniaques. Son calcul est diabolique. En se posant en championne de l'orthodoxie, elle se fabrique une légitimité religieuse qui compense sa faiblesse politique. Désormais, s'opposer à Irène, c'est s'opposer à Dieu lui-même. Cette instrumentalisation de la foi révèle déjà sa nature profondément cynique. Pendant ce temps, Constantin grandit. Il a maintenant 16 ans et commence à comprendre que sa mère n'a aucune intention de lui céder le trône. Les tensions entre eux s'exacerbent. Irène continue de traiter son fils comme un enfant, prenant seule toutes les décisions importantes. Elle signe les documents officiels, reçoit les ambassadeurs, commande les armées. En 790, Constantin atteint sa majorité. Selon la loi byzantine, il devrait maintenant régner seul. Mais Irène refuse catégoriquement de se retirer. Elle exige même que les troupes lui prêtent serment de ne jamais reconnaître Constantin comme seul empereur tant qu'elle vivra. Cette exigence provoque la révolte des thèmes militaires d'Asie mineure. Les soldats, majoritairement iconoclastes, haïssent Irène depuis le concile de Nicée. Ils voient dans la majorité de Constantin l'occasion de se débarrasser de la régente Oni.
En décembre 790, l'armée proclame Constantin seul empereur et exile sa mère loin de la cour. Pour la première fois depuis 10 ans, Irène perd le pouvoir. Elle se retrouve confinée dans un palais secondaire, privée de ses prérogatives, humiliée publiquement. Cette défaite aurait dû la briser. Elle va au contraire exacerber sa soif de vengeance, car Irène n'accepte pas l'échec. Pendant des mois, elle tisse sa toile depuis l'ombre. Elle corrompt les officiers, soudoie les eunuques du palais, manipule les évêques. Elle attend patiemment l'occasion de reprendre ce qu'elle considère comme son dû. L'occasion se présente en 792. Constantin, inexpérimenté, commet erreur sur erreur. Ses campagnes militaires tournent au désastre. Les Bulgares l'humilient au combat. Les Arabes le forcent à signer une trêve humiliante. Sa popularité s'effondre. Irène flaire la faiblesse et passe à l'attaque. Elle commence par un coup de maître. En janvier 792, Constantin rappelle sa mère à la cour et lui rend son titre d'Augusta. Il croit naïvement qu'elle se contentera d'un rôle symbolique. Erreur monumentale. Irène reprend immédiatement ses intrigues, mais cette fois de l'intérieur. Son premier objectif, détruire définitivement la réputation militaire de son fils. Elle orchestre alors un piège diabolique contre Alexis Mouzélé, le stratège des Arméniaques. Cet officier compétent et respecté représente un soutien précieux pour Constantin. Irène va s'en servir pour compromettre irrémédiablement son fils. Mouzélé est rappelé au palais pour une nouvelle fonction dans l'entourage impérial. Ses soldats grognent, attachés à leur commandant. Irène saisit cette opportunité en or. Elle fait croire à Constantin que ce mécontentement cache en réalité un complot militaire contre lui. Le jeune empereur, déjà paranoïaque après les révoltes précédentes, tombe dans le panneau. Sans enquête approfondie, Constantin fait arrêter et aveugler Alexis Mouzélé. L'officier innocent subit le supplice des poinçons chauffés au rouge. Ses cris de souffrance résonnent dans tout le palais. La réaction est immédiate et terrible. Les soldats des Arméniaques se révoltent, furieux de voir leur chef mutilé pour rien. Constantin doit mener une campagne sanglante pour écraser cette révolte en 793. Il y parvient, mais au prix de 1000 soldats marqués au fer rouge avec l'inscription « Conspirateur arméniaque ». Cette répression féroce achève de ruiner son image auprès de l'armée, exactement comme l'avait calculé sa mère. Irène ne s'arrête pas là. Elle sait que pour détruire complètement son fils, elle doit aussi s'attaquer à sa vie privée. L'occasion se présente en 794, quand Constantin tombe amoureux de Théodote, une des dames de compagnie de sa mère. Cette liaison n'est pas le fruit du hasard. Théodote fait partie de l'entourage d'Irène depuis des années. Elle connaît parfaitement les goûts de Constantin, ses faiblesses, ses fantasmes. Il est fort probable qu'Irène ait elle-même orchestré cette rencontre, poussant subtilement sa servante dans les bras de son fils. Constantin est marié depuis 788 à Marie l'Arménienne, une épouse légitime qui lui a donné 2 filles, mais il n'éprouve aucune passion pour cette union arrangée. Théodote, au contraire, l'enflamme. Elle est belle, spirituelle, sensuelle. Elle sait exactement comment séduire un homme frustré par 10 années de mariage de convenance. En janvier 795, Constantin divorce de Marie et fait enfermer sa femme légitime dans un couvent avec ses filles. En septembre, il épouse Théodote dans une cérémonie somptueuse. Ce remariage provoque un scandale monstre dans l'Empire chrétien. L'Église orthodoxe condamne fermement cette bigamie. Le patriarche Tarasius refuse de célébrer le mariage. Les moines dénoncent l'adultère impérial. Platon de Sacoudion et Théodore Studite, 2 figures respectées du monachisme byzantin, mènent l'opposition religieuse contre l'empereur. Ce qu'on appellera plus tard le schisme moétien divise l'Empire. Irène observe ce désastre avec une satisfaction glaciale. Son piège fonctionne à merveille. En poussant son fils dans les bras de Théodote, elle a provoqué un scandale qui lui aliène définitivement le soutien de l'Église. Désormais isolé politiquement et religieusement, Constantin devient une proie facile. En 797,
Irène décide de porter le coup de grâce. Constantin, désespéré de redorer son blason militaire, prend personnellement le commandement d'une expédition contre les Arabes d'Haroun ar-Rachid. C'est sa dernière chance de reconquérir l'estime de ses soldats. Mais Irène a placé ses agents partout, y compris dans l'état-major de son fils. Au moment crucial, ses espions font circuler de fausses informations. L'ennemi se serait retiré à l'intérieur de ses frontières, la campagne serait inutile. Constantin, trompé par ses mensonges, abandonne l'expédition et rentre à Constantinople. Mais Haroun ar-Rachid n'a jamais quitté le territoire byzantin. Cette nouvelle lâcheté de l'empereur provoque la fureur de l'armée. Les généraux parlent ouvertement de déposition. Pendant ce temps, dans l'ombre du palais, Staurakios et les autres conseillers d'Irène préparent minutieusement le plan final. Ils ont longuement débattu de la meilleure façon d'éliminer Constantin. Le tuer purement et simplement risquerait de provoquer une guerre civile. L'empoisonner serait difficile à organiser discrètement. Ils optent finalement pour l'aveuglement. Dans la tradition byzantine, un empereur mutilé ne peut plus régner. Cette méthode a l'avantage de paraître légale, tout en étant définitive. De plus, elle permet de faire passer l'acte pour un rituel de déposition, plutôt que pour un assassinat pur et simple. Le piège se referme le 15 août 797. Constantin participe à une procession solennelle entre l'hippodrome et l'église Saint-Mamas des Blachernes. Cette cérémonie religieuse traditionnelle attire une foule énorme. L'empereur y parade en grand apparat, inconscient du danger mortel qui le guette. Irène a soigneusement préparé son coup. Des soldats fidèles sont postés à des points stratégiques le long du parcours. Le signal convenu est donné au moment où le cortège impérial passe devant une rue latérale. Soudain, un groupe d'hommes armés surgit et attaque l'escorte de Constantin. Le jeune empereur comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un attentat ordinaire, mais d'un coup d'État organisé. Il reconnaît parmi les assaillants plusieurs officiers qu'il croyait fidèles. Constantin éperonne son cheval et tente une fuite désespérée. Il galope à travers les rues de Constantinople, poursuivi par les hommes de sa mère. Son objectif, atteindre le Bosphore et passer de l'autre côté où il espère trouver des troupes loyales. Mais les poursuivants connaissent mieux la ville. Ils coupent les routes, bloquent les passages, resserrent l'étau. Après une course-poursuite haletante à travers la capitale, ils rattrapent l'empereur en fuite près des murailles. Constantin est capturé, ligoté, ramené au palais comme un vulgaire criminel. L'homme qui régnait sur l'Empire le matin même devient prisonnier de sa propre mère le soir. Irène a gagné. Il ne lui reste plus qu'à savourer sa victoire en assistant au supplice de son fils. Irène choisit le lieu du supplice avec un sadisme raffiné, la chambre de Porphyre, cette salle sacrée réservée aux accouchements impériaux. C'est là que naissent les empereurs légitimes de Byzance. C'est là que Constantin est venu au monde 26 ans plus tôt. C'est là qu'il va mourir dans d'atroces souffrances. Cette chambre pourpre revêt une importance symbolique énorme dans l'Empire byzantin. Seuls les enfants nés dans cette salle peuvent prétendre au titre de porphyrogénète, nés dans la pourpre, qui confère une légitimité dynastique absolue. En choisissant ce lieu pour mutiler son fils, Irène commet une double profanation. Elle souille le sanctuaire de la naissance impériale et elle détruit celui qu'elle a elle-même enfanté. Le 18 août 797, 3 jours après sa capture, Constantin est traîné dans la chambre pourpre. Il sait parfaitement ce qui l'attend. Les bourreaux d'Irène ont préparé leurs instruments, des poinçons métalliques chauffés au rouge dans un brasero. Cette méthode, courante dans l'Empire byzantin pour les mutilations politiques, garantit à la fois la souffrance maximale et l'efficacité du supplice. Les sbires s'approchent de l'empereur déchu, maintenu par des chaînes. Constantin ne supplie pas, ne demande pas grâce. Il sait que sa mère a déjà décidé de sa mort. Les bourreaux saisissent les poinçons incandescents et les approchent des yeux de leurs victimes. L'opération est menée avec une brutalité calculée. Les pointes métalliques brûlantes percent les globes oculaires, détruisant irrémédiablement la vue. Mais les tortionnaires ne s'arrêtent pas là.
Ils enfoncent profondément les poinçons dans les orbites, endommageant le cerveau. L'objectif n'est pas seulement d'aveugler Constantin, mais de s'assurer qu'il ne survive pas longtemps à ces mutilations. Les cris de l'empereur résonnent dans tout le palais. Le chroniqueur Théophane rapporte que le soleil s'obscurcit pendant 17 jours et n'émit plus ses rayons, de sorte que les vaisseaux déviaient de leur trajectoire. Tous convinrent que si le soleil cachait ses rayons, c'était parce qu'on avait aveuglé l'empereur. Pendant tout le supplice, Irène reste présente. Contrairement à ce qu'affirmeront plus tard certains chroniqueurs complaisants, elle assiste personnellement à la torture de son fils. Elle veut savourer sa victoire jusqu'au bout, voir de ses propres yeux l'anéantissement de celui qui menaçait son pouvoir. Que ressent une mère en regardant son enfant se faire torturer? Irène n'éprouve ni pitié ni remords. Elle observe l'agonie de Constantin avec la froide satisfaction du prédateur qui achève sa proie. Cet homme qui hurle de douleur dans la chambre pourpre n'est plus son fils. C'est simplement un obstacle qui a été éliminé. Cette absence totale d'émotion maternelle révèle la monstruosité profonde d'Irène. Elle a réussi à extirper de son cœur tout sentiment naturel pour ne garder que l'ambition pure. Le pouvoir a tué en elle jusqu'aux instincts les plus primitifs de protection de sa progéniture. Quand les bourreaux ont terminé leur œuvre, Constantin gît dans son sang, aveugle, mourant. Irène s'approche de lui une dernière fois. Lui murmure-t-elle quelques mots? Exprime-t-elle enfin un semblant de regret? Les chroniques restent muettes sur ce détail. On sait seulement qu'elle quitte la chambre pourpre d'un pas ferme, prête à assumer seule le pouvoir impérial. Constantin survit quelques jours à ces mutilations. Il est transporté dans un monastère à l'extérieur de Constantinople, officiellement pour y recevoir des soins, en réalité pour y mourir loin des regards. Théodote, sa jeune épouse, tente de le soigner, mais les blessures sont trop graves. L'ancien empereur agonise dans d'atroces souffrances. Les infections se développent dans ses orbites détruites. La fièvre le consume. Il délire, appelant sa mère, réclamant des explications qu'il n'obtiendra jamais. Parfois, dans ces moments de lucidité, il réalise l'ampleur de la trahison dont il a été victime. Sa mort survient probablement avant la fin de 797, peut-être même quelques jours seulement après l'aveuglement. Irène a atteint son objectif. Elle s'est débarrassée de l'héritier légitime sans provoquer de soulèvement populaire. Le petit-fils qu'elle avait eu de Constantin et Théodote était déjà mort en bas âge. Plus aucun rival dynastique ne peut contester son pouvoir. Avec la mort de Constantin, Irène devient officiellement la seule maîtresse de l'Empire byzantin. Pour la première fois dans l'histoire de Byzance, une femme règne de plein droit. Elle prend même le titre masculin de Basileus, empereur, au lieu du féminin Basilissa, impératrice. Cette innovation révolutionnaire choque profondément la société byzantine. Une femme qui se proclame empereur transgresse tous les codes établis. Sur ces pièces de monnaie, fait unique, le portrait d'Irène apparaît des deux côtés, éliminant symboliquement toute référence masculine au pouvoir. Mais ce règne solitaire révèle rapidement ses faiblesses. Sans légitimité dynastique, Irène doit constamment faire face au complot. Les généraux, les eunuques, les dignitaires de la cour multiplient les tentatives de renversement. Elle passe son temps à déjouer les conspirations plutôt qu'à gouverner efficacement. Sur le plan extérieur, la situation se dégrade rapidement. Privée du soutien de l'armée, Irène ne peut plus mener de politique militaire offensive. Elle consent à payer tribut à Haroun ar-Rachid, humiliation impensable pour l'orgueil byzantin. Les slaves en profitent pour pénétrer profondément dans les territoires impériaux. En 800, le couronnement de Charlemagne comme empereur d'Occident bouleverse l'équilibre européen. Pour les Byzantins, qui se considèrent comme les seuls héritiers légitimes de Rome, cette proclamation constitue une usurpation intolérable. Pourtant, une idée folle germe dans certains esprits. Et si on mariait Irène et Charlemagne? Cette union permettrait de réunifier l'Empire romain sous une seule couronne. L'empereur franc, veuf depuis 800, ne semble pas opposé à cette perspective. Des négociations secrètes s'engagent, mais ce projet soulève l'indignation générale à Constantinople.
L'idée qu'une Basilissa byzantine épouse un barbare illettré, fût-il couronné par le pape, horrifie l'aristocratie. L'eunuque Aétios, l'un des personnages les plus influents de la cour, mène l'opposition à ce mariage contre nature. Les négociations traînent pendant des mois. Irène hésite, consciente des risques politiques. Épouser Charlemagne lui donnerait une stature internationale, mais risquerait de provoquer sa chute immédiate. Finalement, elle renonce au projet, peut-être par lâcheté, peut-être par lucidité. Cette hésitation signe son arrêt de mort politique. En montrant ses faiblesses, Irène encourage ses ennemis. Le ministre des Finances Nicéphore, personnage habile et ambitieux, comprend que l'heure de l'assaut final a sonné. Nicéphore réunit autour de lui tous les mécontents. Les généraux humiliés par les défaites militaires, les eunuques écartés du pouvoir, les dignitaires lassés de l'instabilité chronique. Il leur promet un retour à l'ordre, une politique militaire offensive, la fin des compromissions religieuses. Le complot se trame pendant des mois. Nicéphore corrompt la garde prétorienne, s'assure de la neutralité des moines, négocie avec les chefs militaires. Quand il passe à l'action, Irène se retrouve complètement isolée. En octobre 802, les conjurés se réunissent dans l'hippodrome et proclament la déchéance d'Irène. La foule, lasse de 5 années de règne chaotique, accueille favorablement cette annonce. Personne ne se dresse pour défendre celle qui avait fait aveugler son propre fils. Irène tente bien de résister, mais elle n'a plus aucun soutien. Ses fidèles l'abandonnent les uns après les autres. Même les eunuques de sa garde rapprochée retournent leur veste. Le 31 octobre 802, elle doit se résigner à abdiquer. Nicéphore fait preuve d'une clémence relative. Au lieu d'exécuter son prédécesseur, il se contente de l'exiler. Irène est déportée sur l'île de Lesbos, dans des conditions misérables. Cette femme qui avait régné sur l'empire le plus puissant du monde se retrouve réduite à filer la laine pour survivre. La déchéance est totale et brutale. Hier, encore, des milliers de courtisans se prosternaient devant elle. Aujourd'hui, elle vit seule dans une masure, abandonnée de tous. Ses anciens flatteurs font semblant de ne jamais l'avoir connue. Sa richesse immense a été confisquée. Elle n'a plus rien. Cette chute vertigineuse ne semble pourtant pas l'abattre. Irène garde sa superbe jusqu'au bout. Elle refuse de reconnaître la légitimité de Nicéphore. Continue de se considérer comme la seule vraie Basilissa. Son orgueil démesuré résiste à l'humiliation. Irène meurt le 9 août 803, moins d'1 an après sa déposition. Les circonstances exactes de sa mort restent obscures. Certains parlent de maladie, d'autres d'épuisement, quelques-uns même d'empoisonnement. Mais la version officielle évoque une fin naturelle. Ces derniers mots n'ont pas été rapportés. Qu'a-t-elle pensé dans ses ultimes moments? A-t-elle regretté ses crimes? S'est-elle enfin souvenue qu'elle avait été mère avant d'être impératrice? Ou a-t-elle emporté dans la tombe sa conviction d'avoir eu raison de sacrifier son fils à son ambition? Cette question hantera les historiens, car Irène n'a jamais exprimé publiquement le moindre remords pour l'aveuglement de Constantin. Même face à la mort, elle n'a pas reconnu la monstruosité de son acte. Cette absence de repentir fait d'elle l'une des figures les plus troublantes de l'histoire. Sa dépouille est rapatriée à Constantinople et inhumée discrètement. Aucune cérémonie officielle ne marque ses funérailles. L'Empire byzantin veut oublier au plus vite cette parenthèse sanglante. Pourtant, l'héritage d'Irène marquera durablement la politique byzantine. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que l'Église orthodoxe a canonisé Irène plusieurs siècles après sa mort. Officiellement, elle est vénérée pour avoir rétabli le culte des icônes lors du deuxième concile de Nicée. Sa fête liturgique est célébrée le 9 août, jour anniversaire de sa mort. Cette canonisation posthume révèle l'hypocrisie d'une époque où le crime politique pouvait être effacé par la conformité religieuse. En faisant d'Irène une sainte, l'Église orthodoxe a blanchi l'une des criminelles les plus odieuses de l'histoire byzantine. Car il ne faut pas s'y tromper. Le combat d'Irène pour les icônes n'avait rien de spirituel. Elle s'est servie de la religion comme d'une arme politique pour éliminer ses ennemis iconoclastes.
Sa piété était pure façade, ses convictions, de pure convenance. La preuve en est qu'elle n'a jamais hésité à violer les commandements chrétiens les plus fondamentaux. Tu honoreras ton père et ta mère. Elle a trahi la mémoire de son époux. Tu ne tueras point. Elle a assassiné son propre enfant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Elle a torturé tous ceux qui la gênaient. Sainte Irène reste donc Irène la monstrueuse, cette femme dénaturée qui a perverti l'amour maternel pour assouvir sa soif de pouvoir. Sa canonisation ne fait qu'ajouter l'imposture religieuse à l'horreur de ses crimes. L'histoire de Constantin VI ne s'arrête pas avec sa mort. En 821, un aventurier nommé Thomas le Slave soulève une partie de l'Empire contre l'empereur Michel II. Pour légitimer sa rébellion, Thomas affirme être Constantin VI, miraculeusement, échappé au bourreau de sa mère. Cette imposture révèle que le souvenir de l'empereur aveuglé continue de hanter les consciences byzantines. 24 ans après les faits, beaucoup de gens refusent encore de croire qu'une mère ait pu commettre un tel crime. Ils préfèrent imaginer que Constantin a survécu, qu'il s'est enfui, qu'il attend son heure pour reconquérir le trône. Thomas le Slave exploite cette nostalgie avec un talent consommé. Il se fait couronner empereur à Antioche, rassemble une armée considérable, assiège Constantinople. Sa rébellion dure 2 ans et met l'Empire à genoux. Il faut toute l'énergie de Michel II pour l'écraser en 823. Même après l'échec de Thomas, la légende de Constantin survivant persiste. Des rumeurs circulent régulièrement sur des apparitions de l'empereur aveugle. Certains prétendent l'avoir vu mendier dans les rues d'Athènes. D'autres affirment qu'il vit retiré dans un monastère d'Anatolie. Cette mythologie posthume prouve que le traumatisme causé par Irène dépasse le simple crime politique. En aveuglant son fils, elle a brisé un tabou anthropologique fondamental. Elle a violé l'interdit universel qui protège les liens familiaux. Cette transgression a choqué la société byzantine bien au-delà des cercles politiques. Le règne d'Irène marque un tournant dans l'histoire de la violence politique byzantine. Avant elle, les empereurs éliminaient leurs rivaux, mais respectaient généralement les liens familiaux. Après elle, l'aveuglement devient une méthode courante pour neutraliser les parents gênants. En 963, l'empereur Romain II fait aveugler ses frères pour éviter toute contestation dynastique. En 1025, Basile II élimine de la même façon plusieurs membres de sa famille. En 1195, Alexis III Ange fait subir ce supplice à son propre frère Isaac II. La liste des fratricides impériaux s'allonge siècle après siècle. Cette escalade de la cruauté familiale trouve sa source dans l'exemple donné par Irène. En montrant qu'une mère pouvait faire torturer son fils sans conséquences dramatiques, elle a levé le dernier tabou moral qui protégeait les liens du sang. Désormais, plus aucun degré de parenté ne résiste à la logique du pouvoir. L'Empire byzantin mettra des siècles à se remettre de ce traumatisme. La méfiance systématique entre les membres de la famille impériale devient la règle. Chaque succession dynastique s'accompagne de massacres préventifs, de mutilations, d'emprisonnements. Les fils craignent leur père. Les frères se défient mutuellement. Les mères surveillent leurs enfants. Cette paranoïa familiale affaiblit durablement l'État byzantin. L'énergie qui devrait être consacrée à défendre les frontières se perd dans des querelles intestines. Les généraux compétents sont éliminés par jalousie, les princes capables écartés par précaution. Irène a empoisonné l'âme même de Byzance. Comment expliquer qu'une femme apparemment normale ait pu commettre de telles atrocités? Les chroniqueurs de l'époque restent muets sur la personnalité profonde d'Irène. Ils décrivent ses actes, mais ne s'aventurent pas dans l'analyse psychologique. Pourtant, certains indices permettent de comprendre sa transformation. Irène était issue d'une famille noble d'Athènes, habituée au pouvoir local. Son mariage avec Léon IV lui fait découvrir les fastes de la cour impériale. Cette ascension sociale fulgurante révèle probablement des traits de caractère jusque-là enfouis. L'ambition dévorante, d'abord.
Irène ne se contente jamais de ce qu'elle a. Épouse d'empereur, elle veut régner. Régente, elle refuse de céder le pouvoir. Impératrice, elle rêve d'épouser Charlemagne. Cette soif inextinguible la pousse à tous les crimes. L'absence totale d'empathie ensuite. Irène semble incapable de ressentir la souffrance d'autrui. Voir son fils se faire torturer ne lui arrache aucune émotion. Cette froideur pathologique lui permet d'ordonner les pires cruautés sans état d'âme, la manipulation géniale, enfin. Irène maîtrise parfaitement l'art de la tromperie. Elle sait mentir avec conviction, manipuler les sentiments, retourner les situations à son avantage. Cette intelligence perverse fait d'elle un redoutable adversaire politique. Ces trois traits, ambition, cruauté, manipulation, forment un cocktail explosif quand ils se concentrent chez une même personne, investie du pouvoir absolu. Irène devient alors cette créature hybride, une mère qui tue son enfant, une chrétienne, qui bafoue tous les commandements, une femme qui renonce à son humanité. Que pensèrent les contemporains d'Irène? Comment réagissaient les courtisans, les serviteurs, les soldats qui assistaient à ces crimes? Les sources historiques restent étrangement silencieuses sur ce point. On sait que certains eunuques, comme Staurakios, participaient activement au complot de l'impératrice. Ces hommes, privés de descendance, n'éprouvaient peut-être aucune répugnance à éliminer l'héritier d'une autre famille. Leur castration les avait coupés des sentiments paternels normaux. Les bourreaux qui ont exécuté Constantin étaient probablement des professionnels habitués aux mutilations politiques. Dans l'Empire byzantin, l'aveuglement des rivaux était une pratique courante. Ces hommes ne faisaient qu'obéir aux ordres, sans se poser de questions morales. Plus troublant est le silence des témoins involontaires. Les serviteurs du palais ont nécessairement entendu les cris de Constantin pendant son supplice. Les gardes ont vu transporter son corps mutilé. Les médecins ont tenté de soigner ses blessures. Aucun d'eux n'a laissé de témoignage sur ces événements. Cette omerta générale révèle la terreur qu'inspirait Irène. Personne n'osait critiquer ouvertement ses méthodes, de peur de subir le même sort que ses victimes. Le palais impérial était devenu une prison où chacun se taisait pour survivre. Seuls quelques moines comme Théodore Studite ont osé dénoncer indirectement les crimes d'Irène. Mais ils s'attaquaient surtout au remariage de Constantin, pas à son aveuglement. Même les hommes d'église n'avaient pas le courage de condamner frontalement l'impératrice. L'histoire d'Irène révèle la véritable nature du pouvoir absolu. Contrairement aux apparences, ce pouvoir ne rend pas libre. Il rend esclave de sa propre logique. Une fois qu'on a commencé à tuer pour régner, on ne peut plus s'arrêter sans risquer de tout perdre. Irène était prisonnière de ses propres crimes. Après avoir fait aveugler les frères de son mari, elle ne pouvait plus reculer. Chaque nouvelle violence l'engageait davantage dans la spirale meurtrière. Éliminer Constantin devenait inéluctable, non par choix, mais par nécessité politique. Cette logique implacable transforme les dirigeants en monstres. Ils perdent progressivement contact avec leur humanité originelle. Les sentiments normaux, amour, pitié, remords, deviennent des faiblesses dangereuses qu'il faut éradiquer. C'est pourquoi tant de tyrans finissent seuls, haïs, paranoïaques. En détruisant tous leurs liens affectifs, ils se coupent de ce qui fait l'essence même de la condition humaine. Irène illustre parfaitement cette déchéance. De mère aimante, elle devient bourreau de son propre fils. Le pouvoir absolu ne corrompt pas seulement, il déshumanise. Il transforme des êtres ordinaires en prédateurs sans scrupules. Irène n'était probablement pas un monstre de naissance. Elle le devient en accédant au trône et en découvrant que tout y est permis. L'histoire d'Irène résonne étrangement avec d'autres épisodes de l'histoire universelle. On retrouve sa trace dans bien des tragédies dynastiques, chez des femmes qui ont sacrifié leurs proches sur l'autel du pouvoir. Catherine de Médicis fait assassiner des milliers de protestants lors de la Saint-Barthélemy, mais épargne ses propres enfants. Wu Zetian, l'impératrice chinoise, élimine plusieurs de ses fils pour conserver le trône. Marie Tudor fait brûler des centaines d'hérétiques,
mais respecte sa demi-sœur Élisabeth. Irène va plus loin que toutes ces criminels. Elle s'attaque directement à sa propre descendance. Cette transgression ultime la place dans une catégorie à part, celle des monstres absolus qui n'épargnent même pas leur propre sang. Paradoxalement, cette monstruosité même assure sa postérité historique. Des milliers de souverains ont régné sur Byzance, mais seuls quelques-uns sont restés dans les mémoires. Irène fait partie de ces figures inoubliables, non par ses qualités mais par ses crimes. Son histoire continue de fasciner parce qu'elle révèle les abysses de l'âme humaine. Elle montre jusqu'où peut descendre une personne ordinaire quand toutes les barrières morales s'effondrent. En ce sens, elle nous tend un miroir impitoyable sur nos propres potentialités destructrices. Que nous enseigne aujourd'hui l'histoire d'Irène d'Athènes? D'abord, que le mal peut surgir des endroits les plus inattendus. Cette femme que rien ne prédisposait au crime devient l'une des pires criminelles de l'histoire. La respectabilité sociale ne protège pas de la corruption morale. Ensuite, que le pouvoir absolu révèle la vraie nature des individus. Tant qu'Irène reste soumise à son mari, elle paraît normale. Dès qu'elle accède au pouvoir, ses instincts les plus sombres se déchaînent. Le contrôle social et moral est indispensable pour brider les pulsions destructrices. Enfin, que la civilisation n'est qu'un vernis fragile. Sous les fastes de la cour byzantine, sous les cérémonies religieuses, sous les raffinements culturels, la barbarie primitive attend son heure. Il suffit que les institutions s'affaiblissent pour que ressurgissent les comportements les plus archaïques. L'histoire d'Irène nous rappelle que nous ne sommes jamais définitivement à l'abri du mal. Chaque génération doit reconquérir sa propre humanité contre les tentations du pouvoir et de la violence. La vigilance morale est le prix à payer pour éviter que se reproduisent de telles tragédies. Au-delà de son contexte byzantin, l'histoire d'Irène possède une dimension universelle. Elle illustre des mécanismes psychologiques et sociologiques qui dépassent les frontières géographiques et temporelles. La rivalité mère-fils pour le pouvoir se retrouve dans bien des cultures. L'élimination des parents gênants traverse toutes les époques. L'instrumentalisation de la religion à des fins politiques reste d'actualité. Les mécanismes mis en œuvre par Irène fonctionnent encore aujourd'hui. Cette universalité explique pourquoi son histoire continue de nous émouvoir malgré les siècles écoulés. Nous reconnaissons intuitivement les passions qui l'animent, l'ambition, la jalousie, la peur de perdre le pouvoir. Ces sentiments nous sont familiers, même si nous n'osons pas nous l'avouer. Irène d'Athènes devient ainsi le symbole de tous ces dirigeants qui sacrifient leur humanité à leurs obsessions politiques. Elle incarne cette part sombre qui sommeille en chacun de nous et que seule la morale et la loi parviennent à contenir. L'histoire d'Irène pose aussi la question de la responsabilité collective. Comment une société entière a-t-elle pu laisser une mère torturer son fils sans réagir? Pourquoi personne ne s'est-il dressé pour défendre l'innocent? La réponse réside dans la nature même du despotisme. Quand le pouvoir devient absolu, la société civile disparaît. Il ne reste plus que des individus isolés, terrorisés, incapables de s'organiser pour résister. Chacun se tait par peur, espérant que l'orage passera sans l'atteindre. Cette lâcheté collective permet les pires crimes. Les bourreaux d'Irène n'auraient jamais agi si la population s'était soulevée pour protéger Constantin. Mais personne n'a bougé, et le massacre a eu lieu dans l'indifférence générale. Cette leçon reste valable aujourd'hui. Les génocides, les purges, les crimes contre l'humanité ne sont possibles que grâce à la passivité des témoins. Le mal triomphe quand les gens de bien ne font rien pour s'y opposer. L'histoire d'Irène nous rappelle notre responsabilité individuelle et collective face aux injustices. Nous n'avons pas le droit de nous taire quand l'innocent est persécuté, même si cela nous met en danger, car le silence complice fait de nous les complices des bourreaux. Pourquoi l'histoire d'Irène a-t-elle traversé les siècles alors que tant d'autres épisodes historiques sont tombés dans l'oubli? Qu'est-ce qui fascine tant dans ce crime, familial vieux de 13 siècles?
D'abord, la dimension universelle du drame. La relation mère-enfant touche au plus profond de la condition humaine. Voir cette relation se pervertir en violence meurtrière choque notre conception même de la famille. C'est un tabou anthropologique qui explose sous nos yeux. Ensuite, le caractère extrême du crime. Irène ne se contente pas de faire tuer son fils, elle le fait torturer de la façon la plus cruelle possible, dans le lieu même où elle l'a enfanté. Cette mise en scène sadique dépasse l'entendement et marque durablement les consciences. Enfin, le mystère de la motivation. Pourquoi Irène a-t-elle agi ainsi? Par pure ambition? Par folie? Par désespoir? L'absence de repentir de sa part ne permet aucune explication satisfaisante. Cette énigme psychologique continue d'intriguer historiens et psychologues. Ces trois éléments, universalité, extrémisme, mystère, font d'Irène une figure littéraire autant qu'historique. Elle inspire tragédie, roman, opéra. Son histoire devient mythe, dépassant largement le cadre de l'histoire byzantine pour entrer dans l'imaginaire collectif occidental. Irène d'Athènes laisse derrière elle un héritage profondément ambigu. D'un côté, elle reste cette mère dénaturée qui a fait aveugler son fils. De l'autre, elle apparaît comme une pionnière du féminisme, première femme à régner de plein droit sur Byzance. Cette ambiguïté traverse les siècles. Les historiens féministes du XXe siècle tentent parfois de réhabiliter Irène, soulignant qu'elle a dû lutter dans un monde d'hommes pour conserver son pouvoir. Selon cette interprétation, l'élimination de Constantin relevait de la nécessité politique, pas de la cruauté gratuite. Cette vision révisionniste bute sur un obstacle majeur. Les méthodes employées par Irène dépassent largement ceux que pourrait justifier la raison d'État. Faire aveugler son fils au fer rouge dans la chambre pourpre relève du sadisme pur, pas de la stratégie politique. D'autres historiens voient en Irène une victime du système patriarcal byzantin. Privée de légitimité dynastique, elle aurait été contrainte aux pires extrémités pour survivre politiquement. Cette thèse ne résiste pas non plus à l'examen. Bien des femmes ont exercé le pouvoir sans recourir à de telles atrocités. La vérité est probablement plus simple. Irène était un monstre, point final. Son sexe ne l'excuse pas. Son époque ne la justifie pas. Ses difficultés politiques ne l'innocentent pas. Elle reste cette créature d'exception qui a franchi toutes les limites morales par pur égoïsme. L'histoire ne se répète pas, dit-on, mais elle bégait parfois. Le schéma mis en œuvre par Irène, élimination physique des rivaux familiaux, se retrouve à travers les siècles dans bien des dynasties. Les pharaons d'Égypte s'entretuaient régulièrement pour accéder au trône. Les empereurs romains éliminaient frères, fils et neveux sans état d'âme. Les rois de France n'hésitaient pas à faire assassiner leurs parents gênants. L'État dictateur moderne continue cette tradition sanglante. Chaque époque redécouvre les mêmes méthodes, comme si l'humanité était condamnée à reproduire éternellement les mêmes erreurs. Les techniques changent, poison, poignard, balles dans la nuque, mais la logique reste identique. Éliminez physiquement celui qui conteste votre légitimité. Irène n'a rien inventé, mais elle a porté cette logique à son paroxysme. En s'attaquant à son propre enfant, elle a franchi un seuil que même les pires tyrans hésitent généralement à dépasser. Cette transgression ultime fait d'elle un cas unique dans l'histoire de la violence politique. Pourtant, même cette singularité a ses limites. D'autres mères criminelles ont suivi ses traces. Agrippine empoisonne Claude pour faire accéder Néron au trône. Marie de Médicis complote contre son fils Louis XIII. Catherine II fait étrangler son mari Pierre III. Le matricide politique traverse les âges parce qu'il répond à une logique implacable. Quand la survie politique est en jeu, plus aucun lien familial ne résiste. Irène l'a compris la première et en a tiré toutes les conséquences. Son mérite atroce est d'avoir poussé cette logique jusqu'à son terme absolu. Que retenir finalement de cette histoire épouvantable? Irène d'Athènes nous enseigne que l'être humain n'a pas de limite dans le mal quand toutes les barrières morales s'effondrent. Cette mère qui caresse tendrement son bébé peut devenir, 30 ans plus tard,
celle qui ordonne son supplice. Cette transformation n'a rien de mystérieux. Elle résulte de la combinaison fatale entre un caractère prédisposé à la violence et des circonstances qui libèrent ses pulsions destructrices. Le pouvoir absolu révèle qui nous sommes vraiment, sous le masque des convenances sociales. Irène nous renvoie à nos propres démons intérieurs. Nous aimons nous croire civilisés, moraux, incapables de telles atrocités. Son exemple nous rappelle brutalement que la barbarie sommeille en chacun de nous. Seule l'éducation, la religion, la loi, la surveillance mutuelle nous empêchent de devenir des monstres. C'est pourquoi son histoire garde toute son actualité 13 siècles après sa mort. Elle nous met en garde contre nos propres tentations totalitaires. Elle nous rappelle la fragilité de la civilisation et la nécessité de défendre sans relâche les valeurs humanistes. La reine, qui fit aveugler son fils, nous tend un miroir impitoyable sur la condition humaine. À nous de décider si nous voulons ressembler à Irène d'Athènes ou lutter chaque jour pour préserver notre humanité contre les tentations du mal absolu.